Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de la Traduction heureuse. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter l'enregistrement d'un nouvel événement live. Le 8 octobre 2025, notre équipe a eu la chance d'assister à la projection du film d'animation Kiki la petite sorcière, du réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Cet événement était organisé par l'association Citizen Kino de la Sorbonne Nouvelle, en association avec le bureau des étudiants de l'ESIT. Cette projection s'est faite en présence de la traductrice et interprète Catherine Cadou, qui a réalisé les sous-titres français du film d'animation et ceux de la plupart des grands classiques du cinéma japonais depuis les années 80, notamment pour les réalisateurs Akira Kurosawa et Shohei Imamura. À la suite de la projection, Catherine Cadou a accordé une interview à Citizen Kino et au BDE pour parler de ses métiers et de son parcours, une intervention que notre équipe a pu enregistrer. Bonne écoute! Bonsoir Catherine, merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous avoir. Je voulais qu'on revienne un peu sur vos débuts. Vous avez étudié les sciences économiques et en même temps le japonais au Langzhou, qu'on appelle maintenant l'INALCO. Ensuite, en 1964, vous êtes allé au Japon en bateau, où vous avez commencé avec des missions d'interprétation. Il me semble qu'à l'époque, vous aviez que très peu, voire aucune expérience. Comment sont passés vos débuts et quelle a été votre première mission ? Oui, effectivement, j'étais en 3e année de Langzhou. Quand j'ai commencé le japonais, c'était en 61. Mes parents m'ont dit faire du japonais, ça sert à quoi? Et j'ai fait du japonais parce que je voulais faire une langue orientale. Et puis pourquoi pas le japonais? Et pourquoi pas il y avait les Jeux Olympiques 3 ans plus tard. Et j'avais dit que je serais interprète, sans savoir ce que c'était, mais ça fait rien. Enfin si, je savais, mais on n'apprenait pas ça à Langzhou à ce moment-là. On apprenait juste à traduire à l'écrit, thème, version, et puis un petit peu. Si, on nous apprenait un peu la grammaire. Et les formes de politesse, des choses très utiles, mais c'est pas vraiment à parler. Et puis je suis partie et j'ai dit à mes parents, mais ça sert à rien, c'est vrai, mais il y a 120 millions de Japonais. Et puis il y aura les Jeux Olympiques, et puis je serai interprète pour les Jeux Olympiques. Et puis effectivement, donc j'ai payé mon voyage pour aller au Japon en 64, mais en bateau parce que l'avion c'était très cher et j'avais pas l'argent pour payer un billet d'avion. Donc j'ai dit, bon, je trouverai du travail. Et effectivement, ma première mission, c'était pas pour les Jeux Olympiques. Je suis arrivée à l'ambassade et à Tokyo, enfin après 35 jours de voyage. Et on m'a dit, ben non, ils ont pas besoin d'interprète parce que c'est les Japonais qui font le boulot. Toi, tu connais rien, vous ne connaissez rien. Mais tout d'un coup, il y a eu une conférence et ils avaient besoin d'interprètes en anglais-français. Alors l'anglais-français, ça je connaissais. J'avais de très bons professeurs et j'étais bonne en anglais. Je connaissais, mais je n'avais pas appris à être interprète vraiment en simultané, avec le casque sur les oreilles. Donc c'était 5 jours de conférence. Et ça a été une catastrophe au début, parce que c'est très très dur de parler sans entendre sa voix. Donc on entendait l'anglais et puis il fallait parler en français. C'était absolument catastrophique. Le chef de la délégation française est venu dans la cabine et m'a engueulé. Je dis non, j'ai compris comment ça marche. Demain, ça ira mieux. J'ai vraiment tout lu les textes très très bien, donc j'arrivais pas à surmonter la difficulté, mais je connaissais de quoi on parlait, donc avec des mots, j'arrivais à traduire. Et puis, donc j'ai appris toute la journée. C'était très dur. Et le 3e jour, j'ai presque réussi. Et ça s'est bien terminé, donc j'ai fait 5 jours. En 5 jours, j'ai appris à être interprète de conférences en anglais-français, ce que vous apprenez et ce que j'ai appris après, avec des amis. Et après, j'ai découvert que c'était un peu, sans doute, ma vocation, parce que ça m'a beaucoup plu, parce que je trouvais que c'était extraordinaire de parler en même temps que les gens et de ne pas entendre sa voix, justement, et de maîtriser sa concentration. Et c'était une technique absolument fascinante et j'ai adoré ça. Et après, j'ai eu la chance, donc ça c'était la première mission, une conférence sur la pollution des eaux. C'était assez technique. C'était très bien parce que quand c'est technique, il y a beaucoup de mots techniques à quoi se raccrocher. Et après le raisonnement, on peut le reconstituer. Donc c'était plus facile que des conférences de sciences humaines, par exemple, ou d'économie, justement. Bon, ça, c'était bien. La deuxième chose, c'est, finalement, à Tokyo,
Ils se sont aperçus pour les Jeux Olympiques qui étaient en octobre, là on était en juillet de 64, ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin d'interprètes justement pour des langues occidentales. Ils avaient des interprètes japonais, français, japonais, anglais, japonais, allemand, mais ils n'avaient pas français, anglais, allemand. S'il y avait des problèmes techniques, là c'était pas une conférence, c'était simplement interprète de liaison. Mais donc c'était l'autre aspect du métier d'interprète. Et ça aussi c'était passionnant, parce que vous résolvez des problèmes immédiats devant vous et ça communique et tous les gens sont contents, ils sourient, et vous rendez service et c'est formidable. Donc ça, j'ai fait ça pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. Et puis le pompon, ça a été, bon, ça c'était la gratification ultime, j'avais toujours pas de billet d'avion pour rentrer, donc je suis allée à l'ambassade, et j'ai dit, est-ce que je pourrais venir sur l'avion de l'équipe de France, et on m'a dit, bah oui, il y a pas de problème, il y a de la place, on a 3 avions, et simplement vous serez en première classe parce que la première classe c'est pour les athlètes qui ont des médailles, et comme on n'a pas beaucoup de médailles, vous allez être en première classe. Et j'ai dit, je dois combien? Et on m'a dit, mais on peut pas vous faire payer, c'est un avion de l'équipe de France, on peut pas prendre d'argent. Donc je suis rentrée gratuitement, en plus. Et alors ça, c'est parce que c'est vrai que pendant les Jeux, on s'est aperçu aussi que j'étais la seule personne qui parlait les 3 langues olympiques, le français, le japonais et l'anglais. Et bon, je traduisais quelquefois les discours officiels, un discours de président de Matsushita qui parlait en japonais, mais je savais assez de japonais et on me donnait le texte en anglais, et je savais suffisamment pour pouvoir placer les mots, intervenir à bon escient, et puis traduire en français. Donc j'ai appris pendant cette période les 3 aspects du métier que j'ai appris après. Donc je suis revenue l'année suivante au Japon avec une bourse pour étudier l'économie, l'histoire économique du Japon. Et à ce moment-là, j'ai eu pas mal d'occasions de travailler justement comme interprète français-anglais dans des conférences. Mais il n'y avait pas de cours à ce moment-là, pas vraiment de cours. Donc avec des collègues, on s'est tous donné des cours, on s'est appris à prendre des notes, avec les barres. C'est pour ça que je continue quand je suis interprète à me servir toujours d'un petit cahier. C'est comme ça qu'on m'a appris. Et on s'est appris les uns les autres. On a fait des stages, on s'est appris, on a enregistré des conférences et on les a traduites avec des étudiants de Waseda en particulier, mais on faisait des cours nous-mêmes. Et on s'est organisé un peu comme interprète. Et ensuite, quand je suis rentrée du Japon, j'ai travaillé pour un journal, le plus grand journal japonais. Alors ça, c'est aussi un excellent exercice, c'est de travailler pour un organisme étranger où les gens parlent entre eux. Il y avait 3 journalistes, ils parlaient en japonais, j'écoutais beaucoup leur japonais, mais ils me parlaient en français, ils voulaient que je leur parle français, et je faisais une revue de presse pour eux. Alors ça, c'était passionnant. Donc j'ai aussi appris à traduire à la revue de presse pour eux, à l'écrit ou à l'oral. Et après, ça a confirmé mon envie d'être interprète plutôt que chercheur, ou plutôt que d'être journaliste. J'ai hésité entre les 3. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup sur le tas. Et finalement, je me définis plutôt comme interprète, et puis après traductrice. Justement, vous avez commencé en tant qu'interprète, vous ne vouliez alors ni traduire de films ni sous-titrer. Et pourtant, 20 ans après votre première mission, donc en 1984, vous avez sous-titré Ran de Akira Kurosawa. Comment êtes-vous arrivé à effectuer ce sous-titrage ? Surtout, ce soir, on est beaucoup de traducteurs dans la salle et on est beaucoup à être intéressés par les métiers de l'audiovisuel. Et si aujourd'hui, nous avons accès à des logiciels de traduction assistée par ordinateur, de repérage ou de sous-titrage, ce n'était pas le cas en 1984. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faisiez à l'époque ? Justement, c'était passionnant parce que j'ai tout appris aussi sur le tas, sur le matériel. Alors, comment ça s'est passé ? Pourquoi en 84 j'ai traduit directement Ran, un film qui coûtait une fortune, qui était la plus grande production, la première coproduction franco-japonaise.
qui était produit par des Français, enfin Serge Zilberman. En fait, en 80, j'ai été interprète donc je suis devenue interprète. Et je traduisais pour tout le monde, pour les présidents de la République. Enfin, je traduis pour Pompidou, Giscard, Mitterrand, j'en oublie, Chirac, plus les premiers ministres, plus... Enfin, c'est vrai que j'étais aussi la première historique. J'étais la première française qui faisait ça. J'avais pas beaucoup de concurrence non plus, c'est vrai aussi, mais enfin bon, j'étais quand même, j'aimais ça, je le faisais bien, et j'apprenais beaucoup à chaque fois. C'est aussi quelque chose que j'aime dans ce métier, c'est qu'on apprend à chaque fois, chaque sujet est toujours un apprentissage. On apprend, on prépare bien sûr, mais on apprend beaucoup, et c'est passionnant. Donc j'ai traduit ça, et on m'a demandé en 80, voulez-vous traduire pour Kurosawa? Alors évidemment, j'aimais bien le cinéma, mais pas plus que ça, mais j'allais dans les ciné-clubs aussi, comme vous. Kurosawa, oui, bien sûr, je veux bien, oui. On m'a même fait passer un examen. C'était la Fox, une grande société américaine, qui avait produit, c'était Kagemusha, produit par la Fox. Et on m'a fait passer un examen. J'étais ahuri parce que j'avais quand même 10 ans d'expérience, avec pas n'importe qui quand même, mais bon. Et alors ça aussi c'est un bon conseil et c'est important. On m'a fait passer un examen, on m'a dit bon, on m'a montré une vidéo, traduisez ça. Et la vidéo, c'était Kurosawa qui faisait un repérage de films. Alors il disait rien, il regardait, il était photo. Et puis on le montrait qu'il allait dans des temples. Il y avait les noms des temples en japonais, mais je pouvais pas les lire parce que je n'avais pas préparé. Et puis à la fin, il y a eu un petit discours pour son anniversaire. Alors j'ai dit, bah ça c'est un discours d'anniversaire, c'est des banalités, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin j'ai commenté plutôt que traduit. Puis je me suis dit, bon bah tant pis, je serai pas prise parce que j'ai pas traduit, mais c'était tellement... J'ai dit, c'est pas ça une conférence de presse. J'avais déjà traduit pas mal de conférences de presse, justement des hommes politiques. Et puis finalement, ils m'ont prise. Alors je suppose que c'est parce que pour traduire, quand vous traduisez des gens comme Kurosawa, c'est une conférence de presse devant 2000 personnes, c'est très très impressionnant, c'est au Festival de Cannes. Moi je suis allée parce que c'est mon boulot et que j'ai l'habitude de parler devant une grande assemblée, plus ou moins grande, ça n'a pas d'importance. Et puis finalement, c'est moi qu'ils ont prise, et c'est vrai que vis-à-vis de... Je crois qu'il faut surtout montrer du caractère ou de la décision, et quand je leur ai dit que c'était pas ça le travail, bon, ça fait partie du métier aussi, je crois. Donc j'ai été prise pour Kurosawa, mais simplement il y avait une condition. Quand j'ai rencontré Kurosawa, la veille une heure avant la conférence de presse, j'avais vu le film la veille, j'ai dit des banalités, et puis on me dit, à toute façon, c'est pas tout, vous allez traduire. Après, il y a une traductrice anglaise, américaine, que Kurosawa connaît, qui est venue des États-Unis pour ça, et vous traduirez après. Et moi, je peux pas, si je traduis en consécutif après l'anglais, est-ce que je traduis l'anglais ou est-ce que je traduis le japonais de Kurosawa? Si c'est en simultané, bon, ça, il n'y a pas de problème, mais en consécutif, je traduis directement le japonais. Mais là, tout le monde comprend, la moitié de la salle pouvait comprendre l'anglais. Qu'est-ce que je traduis? Je dis, je peux pas, enfin, là, il y a eu un conflit dans ma tête. Et la chance a voulu qu'en sortant de cette interview, de cette rencontre, une heure avant l'interview, la conférence de presse, je rencontrais un journaliste français qui vivait au Japon, qui me dit, ah oui, alors tu vas traduire pour, je le connaissais, bon, tu vas traduire pour Kurosawa? Je dis, oui, mais je peux pas traduire, qu'est-ce que je traduis, du japonais ou de l'anglais? C'est pas pareil, je sais pas, je la connais pas en plus. Il m'a dit, non, tu traduis les questions de la salle pour Kurosawa. Les questions en japonais, en anglais ou en français, tu les traduis pour Kurosawa. Tu laisses Audi Box, c'était la traductrice qui avait écrit Historienne du cinéma, qui est une femme remarquable par ailleurs, mais dont je ne connaissais pas les capacités d'interprète. Donc, tu traduis vers le japonais pour Kurosawa. Et là, j'étais très bonne pour ça, parce que
parce que les questions françaises, c'est toujours très long, enfin, c'est toujours, au Festival de Cannes, tout le monde veut briller, c'est absolument incompréhensible quelquefois. Donc j'ai donné l'essence des questions. Kurosawa a été enchanté, je crois, enfin il me l'a pas dit, mais et il s'est mis à parler, il a répondu avec beaucoup d'aisance. Après oui, c'est ça, c'est Audi qui a traduit en anglais, et on a laissé les gens du festival. J'ai dit que c'est ce que je voulais qu'on fasse. J'ai imposé mon méthode, j'ai dit je ne traduirai pas Kurosawa parce que je peux pas traduire à partir de l'anglais. Enfin, je peux, bien sûr je peux, mais je ne saurais pas quelle langue traduire. Et ils ont accepté le processus parce que j'étais assez sûre que c'est ça qui fonctionnerait. Et effectivement, ça a très bien marché. Donc aussitôt après, Kurosawa a tout de suite dit cet après-midi pour les interviews des télés, ce sera Catherine qui traduira pour le français, ce sera Audi qui traduira pour l'anglais. Et il a tout pigé parce que c'est quand même un super metteur en scène, réalisateur qui verse tout de suite, qui va au fond des choses. Il connaissait pas une seule langue étrangère, mais il avait compris et il a dit Catherine. Donc j'ai passé mon examen de passage aussi sur le vif. Et ensuite Kurosawa, là c'était pour la conférence de presse, c'était Cannes. On a eu la Palme d'Or, mais Kurosawa n'est pas resté parce qu'il est tombé malade. Bon. Et par contre, quand le film est sorti, il a demandé que je sois l'interprète pour les interviews. Et je suis restée une semaine à traduire. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que il y a eu une grande controverse sur les sous-titres de Kagebusha, pardon. C'est pas moi qui les avais faits, pas du tout, mais parce que c'était des sous-titres que moi, pas du tout experte, j'ai trouvé vachement bien, vivants, qui collaient, enfin ça me semblait bien, mais je sais pas. Et il y a toujours quelques Français qui savaient un peu de japonais, surtout à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, et ils ont dit oh là là, c'est du langage trop cru, c'est trop imagé, chevaucher la concubine, je sais pas, cornichon vert, et moi, bon, donc il y a eu quelqu'un qui a décidé de refaire les sous-titres. Et c'était les Japonais qui l'ont fait. Les Japonais, à l'époque, c'était eux qui faisaient les sous-titres de films français, anglais, souvent. Il y avait une espèce de censure pour montrer un bon visage du Japon, et il y avait de la censure un peu. Enfin, c'était inconscient, mais... Et quand j'ai commencé à traduire pour Kurosawa pour les interviews, le premier ou le deuxième qui est arrivé, Michel Mardor de Nouvel Observateur, est arrivé, a dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour les sous-titres? Ils ont été refaits et ils sont vraiment devenus banals. Pardon. J'ai dit ouais, vous avez raison, c'est vrai, je trouve que c'est pas bien de les avoir refaits, ils étaient très bien, ceux de Cannes étaient très bien. Et c'était pas moi donc et c'était quelqu'un que je connaissais. Je crois que je connaissais, il travaillait au Japon lui. Jean Campignon qui était il faisait plein de sous-titrages pour les films à montrer dans les festivals. Et voilà, donc et Kurosawa a dit mais de quoi vous parlez là tous les deux? Et je lui ai expliqué que les sous-titres avaient été refaits. Alors il savait pas très bien que les sous-titres c'était si important que ça. Et on a discuté et voilà, et peut-être je ne savais pas que mon sort était décidé ce jour-là. Pas du tout, je ne le savais pas. Mais après, j'ai continué à être interprète pour Kurosawa. On a monté le film Ran avec des capitaux français, donc j'ai un peu traduit de temps en temps quand il rencontrait. C'est pas lui qui faisait les négociations, donc on a vraiment pas beaucoup négocié, mais enfin, de temps en temps, il était là avec le producteur et je traduisais. Entre-temps, il y a eu des festivals en Italie où j'allais, mais je traduisais pas l'italien, mais je traduisais en français ou en italien, en anglais. Et puis on s'est retrouvé sur Rennes, avec le producteur français. Et j'étais toujours l'interprète de Kurosawa. Et là, il était question de trouver qui allait traduire les sous-titres. Et tout d'un coup, Kurosawa a dit, c'est Catherine. Et moi, j'avais jamais fait de sous-titres de ma vie. Alors, entre-temps, il y a eu Chris Marker qui a fait un documentaire sur le tournage de Rennes. Et donc là, j'étais là pendant 3 semaines sur le tournage avec Chris Marker
entre Kurosawa et Chris Marker, ce qui était quand même une situation assez privilégiée. Mais il n'y avait pas grand-chose à traduire, j'étais juste là pour que ça se passe bien. Et Chris m'a demandé, lui, il a préparé les sous-titres, il m'a montré un petit peu comment ça se fait. Il m'a dit, le secret des sous-titres, c'est l'image, l'image, l'image. Alors l'image, c'est surtout pas que les sous-titres empiètent le moins possible sur l'image, donc au maximum des sous-titres d'une ligne, rarement de lignes. Deuxièmement, tous les noms propres japonais, on les met à l'emplacement. Osaka ni Tatoki, à Osaka quand j'y suis allée. On va pas traduire quand je suis allée à Osaka, parce que vous entendez Osaka au début de la phrase, et si vous le mettez à la fin, ça perturbe. Il faut plonger dans l'image, il faut pas que les sous-titres gênent l'image, il faut vraiment qu'ils se fondent. Et le troisième, c'est s'il y a une phrase en coupée, quelquefois on coupe, on peut pas couper la phrase, mais il y a deux scansions. Vous faites la même chose, vous mettez une virgule, enfin on coupe la phrase pour que ça épouse le rythme. Et là, je le remarquais, je dis ah oui, ça c'est bien. Et c'était bien, et vraiment c'est les noms propres au même endroit, ça fonctionne et ça colle très bien. Et c'est une petite anecdote, mais en japonais, on a un grand problème maintenant. Il y a une tendance à appeler les gens dans l'ordre occidental, Akira Kurosawa au lieu de dire Kurosawa Akira. Et maintenant, les directeurs techniques veulent absolument qu'on vienne à l'ordre occidental, ce qui inverse les noms. Et là, il y avait des noms comme ça, et il faut les mettre dans l'ordre japonais. Je suis désolée, c'est Kurosawa Akira et pas Akira Kurosawa. Et je continue à le faire, et de toute façon, j'ai arrêté de faire des sous-titres. Faut laisser la place aux jeunes parce que c'est un métier passionnant et que voilà, j'en fais plus, mais j'ai du gros problème. Ils savent très bien que je ne veux pas changer l'ordre des noms. Donc l'image. Et là, vraiment, je regardais et je disais, ah ouais, c'est vrai que c'était encore, c'est bien. Au début, c'était pas mal, ça fondait dans l'image. Et donc, voilà, les difficultés. Et alors, ils m'ont demandé pour Anne. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ben oui, effectivement, avec tout ce que j'ai appris maintenant depuis, sur le cinéma, sur travailler avec Kurosawa, il faut que je le fasse. Donc, je l'ai fait, et l'image. J'avais travaillé sur Aka, j'ai appris, c'est un film d'1h30, assez simple, je connaissais tous les mots, donc voilà, j'ai appris, et puis hop, le grand bain, et voilà. Lorsque vous travaillez avec Kurosawa, vous avez eu la chance d'assister au tournage de Ran et à plusieurs autres par la suite. Est-ce que vous voudriez nous parler de ces expériences et également pour rester sur Kiki, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec les studios Ghibli au Japon? Sur les tournages, oui, je suis allée, mais pas très très souvent. Enfin si, sur Aka, pour Aka, je suis restée 3 semaines, mais j'ai été venue l'été aussi au tournage. Donc bon, mais chaque tournage est très différent. Il y a une atmosphère. Il n'y a pas que Kurosawa. Enfin, je suis allée sur les tournages d'Imamura, sur les tournages de Oshima. Donc Kurosawa, c'était archi calme, et il y a beaucoup de préparatifs. Donc le tournage, il arrive et puis tout est prêt, et c'est complètement mystérieux, magique. Tout le monde est tendu dans la volonté d'un seul homme. C'est tellement préparé que tout se passe très bien. Mais il y a eu un épisode assez drôle, par exemple, j'étais actrice de Kurosawa. Oui, c'est vrai que Kurosawa m'a donné un rôle dans Rêve. Je sais pas si vous avez vu Rêve, mais il y a un épisode dans lequel il y a un tableau de Van Gogh où il y a un pont et il y a des lavandières devant, et le personnage qui joue le rôle de Kurosawa jeune, Kurosawa en rêve, a rencontré Van Gogh en rêve. Donc il a reproduit ce rêve. Donc c'est le jeune apprenti peintre Kurosawa qui rentre dans le tableau, qui s'adresse à la lavandière. Donc tout était super prêt, les décors, tout est bien. Et puis tout d'un coup, Kurosawa dit stop, c'était vraiment parfait. Les lavandières étaient en place,
le jeune homme allait rentrer sur le set, sur le plateau, et puis stop. C'était là. Il dit, il n'y a pas les ronds de l'eau au pied du plateau sur lequel sont les lavandières. Il avait le tableau dans la tête, il avait tout dans sa tête et toujours très, très, très terriblement organisé. Il voit tous les détails, il voit tout. Il n'y a pas les ronds d'eau. Évidemment, quand les lavandières, dans le tableau de Van Gogh, vous irez le voir, vous le verrez. Donc, panique à bord, pas les ronds d'eau. Alors, il y a un assistant tout de suite qui dit c'est pas grave, je vais me mettre sous le plateau et je vais bouger. Très bien. Et puis, donc on met le jeune homme et puis nous on remonte sur l'espèce de plateforme. Simplement 8 femmes, surtout qu'ils avaient pris des femmes plutôt costaudes pour faire des lavandières. Moi j'étais la plus fluette, alors vous voyez, donc pof, tout ça s'enfonce et le pauvre bonhomme il avait la tête sous l'eau. Et Kurosawa voulait absolument avoir ces ronds d'eau et alors il fallait absolument les avoir. Et on a inventé sur place un système pour qu'il respire, des trucs pour faire de la plongée sous-marine. On est allé chercher un truc pour qu'il respire. Et nous, on était là et on savait qu'il y avait ce type là en dessous qui était en train de suffoquer. Mais voilà. Non, mais Kurosawa, alors ça, c'était une scène avec simplement 8 personnes. Et en plus, c'est des figurants. Mais il peut faire ça pareil pour des scènes de 1000 figurants, 500 figurants. Il a l'œil partout, c'est une concentration, une espèce de... Et une photo de Chris Marker extraordinaire, j'adore, qui est très 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 concentrée. Et alors, donc il y a un silence, et puis ça advient. Mais ce qui est très dur, c'est les directions d'acteurs. Il est très très exigeant, très minutieux. Et là, les pauvres acteurs, quelquefois, ils disent toujours jamais 2 fois avec lui. Puis finalement, ils adorent tellement. Il fait des films tellement superbes et le résultat est tellement époustouflant que il a eu Mifune sur 16 films. Mais Mifune était moi, j'ai pas été sur des tournages avec Mifune, mais il était formidable. Je crois que Kurosawa, ça se passait très bien avec lui. Donc, ça. Et pour Miyazaki, par contre, je suis allée voir les studios, j'ai traduit pour lui des interviews même au studio Ghibli, mais j'ai pas été vraiment quand il travaillait. Il veut pas d'ailleurs. Il veut pas. En général, ils aiment pas du tout quelqu'un. Il est très secret. Mais j'ai traduit pour lui quand il est venu présenter Chihiro. Chihiro, et surtout, je me souviens du château ambulant. Il était très très enchanté du château ambulant parce que toutes les femmes qui voyaient disaient « Ah, c'est formidable, on a toujours l'impression d'avoir 18 ans ». Et ça l'amusait comme un fou. Il aimait beaucoup. Pour finir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'appeler le studio d'un film pour avoir des précisions sur le sens d'un terme ou la tournure d'une phrase ? Oui. Oui, pour les sous-titres. Alors au début, c'est vrai qu'au début, ah oui, j'ai pas complètement répondu à votre question. Au début, il n'y avait pas les logiciels de repérage, il n'y avait pas les logiciels de traduction, il n'y avait pas du tout ça. Et donc au début, on avait d'abord, premièrement, il n'y avait pas la version, il n'y avait pas de DVD. On voyait le film à traduire. Une fois, on nous le projetait pour Anne. On le projetait. Après, bien sûr, on a le scénario tel qu'il a été tourné, le scénario de tournage, enfin le script définitif. Et ensuite, on va au studio de repérage et c'est une repéreuse. Il y avait des repéreuses professionnelles qui, normalement pour l'anglais ou l'allemand, qui repèrent sur le texte et qui découpent le texte. Mais pour le japonais, comme ils peuvent pas écrire le début du sous-titre et la fin du sous-titre parce que c'est en japonais, ils peuvent pas le lire. Nous, on allait au repérage. Et Chris m'avait dit d'ailleurs, tu fais bien attention au repérage parce qu'il faut vraiment, tu t'en fiches si c'est coupé au milieu d'une phrase. Ce qu'il faut, c'est le rythme. Il faut que le sous-titre arrive en même temps que l'acteur reprend son souffle. Donc le repérage c'est très important. Et quelquefois, on me donne des films pré-repérés. Et souvent, enfin, ils me connaissent au labo. Je dis non, il faut changer, faut
faut mettre un autre endroit, la coupure, et il faut faire commencer là et finir là. Donc on n'avait pas donc le repérage c'était sur des bandes qui déroulaient à la même vitesse que le film, et il y avait la repéreuse, elle mettait au crayon blanc à la craie sur la bande, je sais pas comment ça s'appelle, une bande marron. Elle mettait 1, 2, 3, et moi je mettais sur mon script 1, 2, 3. Et puis après, on me donnait des feuilles de papier sur lesquelles il y avait le numéro du sous-titre et le temps de lecture. Non, le nombre de caractères. À cette époque-là, il me donnait le nombre de caractères. Et puis après, c'est passé, ça c'était pour Anne. Alors on fait la traduction, et puis on fait la gravure de la copie. On la projette, et il y a une bonne vingtaine ou une trentaine de personnes qui sont là pour repérer les fautes, repérer les fautes de repérage aussi d'ailleurs, éventuellement, enfin tout. Et puis cette copie-là, quelquefois, si elle est pas trop mal, on la donne à la cinémathèque. Sinon, on la brûle, et puis on fait les autres copies à partir de la copie corrigée. Et alors, bon, bien sûr, les fautes d'orthographe, on les corrige sur le papier avant de graver. C'était un procédé chimique qu'on gravait sur la copie. Ensuite, il y a eu le passage pas au virtuel à l'informatique. Donc, on avait des copies, des petits vidéos. On pouvait travailler avec la vidéo à la maison. Et après, on faisait une simulation. Mais on le faisait pas toujours parce que ça coûtait cher. C'était à part. Donc, pour les films prestigieux, les films de Cannes, ceux-là, on nous payait la simulation. Et pour les autres, on travaillait, on relisait, et puis on gravait la copie, et puis j'ai fait au moins, au total, j'ai dû traduire 250 films à peu près. J'ai dû en faire 120 sans simulation, non, pas 120, une bonne centaine sans simulation, parce que ça coûtait cher. Alors quand les producteurs me demandaient, ils me disaient, vous payez c'est bien, vous allez me payer la simu, c'est chic. J'adorais, bien sûr, c'est tellement confortable. Et donc maintenant les logiciels, bon, je trouve que c'est bien, on fait un meilleur travail, mais sauf que le repérage, je regrette que vous ayez pas appris la technique vraiment du repérage, parce que je pense que tous les sous-titreurs de l'ATA, par exemple, qui sont les meilleurs, ils ont quand même été formés à l'époque où il y avait encore du repérage. Et c'est ça qui m'ennuie un peu, parce que les plus jeunes, on n'a pas appris à faire le repérage, mais enfin, rien ne vous empêche de le faire, je crois. C'est très très important le repérage, que ça épouse vraiment le rythme de la phrase. Peu importe si c'est grammaticalement, après c'est à vous de jongler mais avec l'image, si vous suivez l'image, il y a pas de problème. Dans votre entretien paru en 2014 dans le 4e numéro de l'Écran traduit, donc la revue de l'ATA, qui est l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, vous évoquiez les films de Naomi Kawase, lesquels sont très ambigus même pour un public japonais. À ce sujet, vous disiez alors la chose suivante que j'ai trouvée très intéressante. Souvent, je donne un sens et après, je suis angoissée, parce que c'est le sens que je donne qui devient le sens. Dans quelle mesure pensez-vous que le traducteur ou sous-titreur doit expliciter, notamment dans le cas de la langue japonaise qui est souvent décrite comme très contextuelle? Non, je pense pas que le traducteur doit donner un sens, mais il est obligé de choisir. Quand on traduit vers le français, on est obligé, en français, de mettre une certaine logique, un certain raisonnement, et c'est pas un devoir moral, c'est plutôt une obligation contre laquelle ça m'empêche de dormir, mais quelquefois, donc par exemple dans ce film de Naomi, c'était Naomi Kawase qui avait eu la Caméra d'Or en 97, en même temps que Imamura qui avait eu l'Anguille, la Palme d'Or. Donc le palmarès avait commencé par la Caméra d'Or à Naomi Kawase et la Palme d'Or à Imamura pour l'Anguille. J'avais fait les sous-titres des deux d'ailleurs, mais les anciens réalisateurs, enfin les réalisateurs les maîtres anciens avaient des textes beaucoup plus rédigés, il n'y avait pas trop de choix à faire, si ce n'est de choisir les mots, la traduction, mais
Naomi Kawase, c'est plutôt allusif, et puis c'est des mots ambigus. Par exemple, c'était dans Still the Water, je crois. Il y avait une scène, un film très très beau d'elle, où il y a un vieux monsieur qui parle à des jeunes. Allez jusqu'au bout de vos rêves, allez-y, faites ce que vous voulez faire. Et faites-le parce que moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je suis, qu'est-ce que c'était en japonais? On savait pas si c'était timide, je n'ai pas osé. C'était, soit j'ai pas osé, soit j'ai eu peur. Et c'est quand même pas pareil. Et c'était le même mot japonais, kowakatta. Oui, c'est ça, kowakatta desu. Ah non, pas kowakatta. Non, kowakatta, j'ai peur. Je sais plus quel mot c'était. Donc j'ai appelé Naomi Kawase. Je la connaissais bien puisque j'avais traduit depuis son premier film. Et elle aimait beaucoup discuter avec moi des sous-titres en plus. Et je lui ai dit, mais c'est quoi? Et je lui ai dit en anglais. I was afraid or I was shy. Et elle m'a dit, je sais pas. Tu fais ce que tu veux. Et voilà. Ça, c'est souvent comme ça en japonais, c'est que, Kurosawa, c'est différent. Kurosawa, c'était des sens des mots. Et là, au contraire, c'était des petits défis qui me lançaient et s'amusait des réponses que je pouvais donner. Mais les jeunes, enfin, ou Koreeda, ou Kawase, c'est des mots souvent ambigus comme ça, entre la timidité, peur, ou bien oser, pas oser. Alors, quelqu'un m'a dit, oui, t'avais qu'à mettre oser, mais ça n'allait pas dans le contexte, je pouvais pas utiliser un verbe, quoi. Alors ça, donc, effectivement, j'ai la chance de pouvoir demander aux cinéastes, mais souvent, c'est pas eux directement, hein, c'est leurs assistants, mais ils relaient. Le japonais, c'est quand même un petit peu spécial, c'est un petit peu difficile. En japonais, il y a quand même un problème que vous avez dû remarquer dans beaucoup de films, c'est quand ils rentrent à la maison, enfin, il y a des mots qui reviennent tout le temps, et on les traduit. Alors, les gens demandent comment je traduis okaere nasai, tadaima, ittekimasu. C'est des mots qu'on dit tout le temps. Et ça, il n'y a pas de traduction fixe. C'est toujours c'est l'image. Le contexte, là, c'était pas du tout traduit pareil à chaque fois. Et je me disais, mais non, mais c'est normal. Ça, c'est pour le japonais, mais je pense que c'est pour toutes les langues. Il faut adapter à l'image. Le ton aussi. Je me posais une question, c'est que dans le domaine cinématographique, on a souvent tendance à critiquer la version française. Est-ce que vous aussi, dans le sous-titrage, vous avez rencontré ces critiques? Alors la version française, moi, j'avoue que je n'aimais pas beaucoup le faire parce que c'est le domaine des dialoguistes et les dialoguistes, ils sont très très fiers de leur métier et ils se considèrent comme les auteurs, vraiment les auteurs des dialogues. Moi, je suis auteur des sous-titres. Mais mon sous-titre, c'est au service vraiment du film, du réalisateur. Souvent, je les connaissais en plus et j'avais vraiment envie d'être à l'intérieur de l'équipe pour un film. C'est quand même la concentration. Ça évolue de plus en plus, mais la volonté d'un homme et une vision. Alors les dialoguistes, très souvent, ils inventent parce que en plus le japonais est une langue un peu plus longue que le français. Donc faut quelquefois rajouter des mots. Et il y a, à ma connaissance, pas encore de dialoguiste qui soit japonisant. Et il faudrait changer un peu leur déontologie, c'est-à-dire que oui, leur façon de penser, qu'il faut quand même penser que les dialogues sont au service. J'ai eu une seule expérience pour Rhapsody en août de Kurosawa, où il y avait un couple de dialoguistes assez célèbres d'ailleurs. Il y en a un qui est devenu très célèbre, mais on s'engueulait parce que ils m'ont prise en troisième position pour voir le rapport au japonais. Et ils voulaient faire parler les enfants du film comme des petits poulbeaux parisiens. Et je disais non, c'est des enfants de Nagasaki, ils ont un langage qui est pas terrible, qui est pas très vivant, d'accord, mais il faut respecter, c'est Kurosawa l'a fait parler comme ça, c'est des enfants de 1945, non pas 45 d'ailleurs, c'était 10 ans, ça se passait
Non, c'est des petits-enfants. Ça se passait dans les années 90, mais enfin voilà. Donc on se battait pied à pied. Moi, je suis pour la proximité avec la langue de départ, quitte à tordre le français, mais c'est ce que je vous ai expliqué, l'image. Il fallait que... donc, ça, on n'a pas ce problème-là dans les dialogues, mais l'esprit, souvent le dialogue s'éloigne un peu du texte original. Pour des questions il y a les questions des labiales, il y a les questions de... Alors, bon, si j'avais été plus jeune et s'il y avait eu moins de boulot en sous-titres, j'aurais appris à faire le doublage. Et je le regrette un peu parce que j'aurais voulu, par exemple, ça je l'aurais bien fait pour les dessins animés. Parce que les dessins animés, il n'y a pas le problème des labiales, il n'y a pas les problèmes, et ça j'ai failli le faire, et puis c'est une chasse gardée où on m'a pas laissé entrer. Les dialoguistes étaient furieux déjà parce que c'est très très bien traduit pour eux. C'est Ghibli, mais c'était représenté en France par Buena Vista et c'était très bien payé. Et donc moi je faisais les sous-titres et eux ils voulaient pas du tout. Et j'ai dit mais je voudrais bien faire parce qu'ils avaient fait une faute une fois, ils avaient pas. Normalement, les dialoguistes pour le japonais se basent sur mes sous-titres et doivent et comme mes sous-titres sont très précis, très très collent beaucoup, en principe ça va. Mais justement ce dialoguiste-là, avec lequel je m'étais engueulée puis qui a fait beaucoup de chemin après, c'est lui qui a fait le barrage pour pas que je traduise dans les doublages et dans Arrietty, il avait fait une faute. Je sais pas si vous avez vu Arrietty. J'avais traduit une aiguille, il a mis une épingle. Ah non, j'avais mis une épingle. Il a mis une aiguille, ce qui est une aberration totale. Enfin, c'est complètement idiot. Ça, c'est vraiment un garçon qui, pour essayer de se démarquer de mes traductions. Et vous verrez dans Arrietty, c'est la petite fille se sert et elle est toute petite, donc elle est dans une boîte d'allumettes et comme arme, elle prend une aiguille, non, une épingle. Il y a une tête, c'est donc une épingle. Et lui, dans le dialogue, il se trouve que j'ai vu le film dans la version française. En général, j'évite de les voir, mais là, j'étais avec mes petits enfants et j'ai entendu aiguille. J'ai dit mais c'est absurde, c'est pas possible. Donc les dialogues, je fais pas les dialoguistes, je regrette. Il faut le faire, c'est passionnant. Voilà, c'est la fin de ce 8e épisode. Un grand merci à Catherine Cadou d'être venue partager son expérience d'interprète et de traductrice à la Sorbonne Nouvelle et d'avoir accepté d'être enregistrée pour que tout le monde puisse écouter son intervention. Merci à l'association Citizen Kino et au BDE pour l'organisation de cet événement, ainsi qu'à Cédric Arnaud, Clotilde et Evan pour avoir mené l'interview. On remercie également Adrien pour l'enregistrement et Juliette pour le montage. Merci enfin à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de la Traduction heureuse.